Visirette, la propreté au cœur du linge pour celles qui vivent au cœur du présent. Les tensioactifs de Visir sont biodégradables en accord avec la loi. La Renault 19 est garantie 6 ans anti-corrosion. Phare halogène profilé, rétroviseur réglable de l'intérieur, pureté des lignes, coffre surdimensionné, une seule clé pour toutes les serrures, condamnation centrale des portes, 5 vraies places. Gustave, dépêchez-vous. Nous allons manquer de rochers. Monsieur le baron, tout est bloqué. Je ne peux tout de même pas voler. Voler? Quand on manque de rochers, tous les moyens sont bons. Vous ne manquez jamais de rochers. Les bonnes choses ne doivent jamais manquer. Ferrero Rocher, pour les grandes occasions de la vie. Jeune femme pleine de caractère, Madame Fernel faisait la vaisselle avec un produit de qualité. Avec elle lavait tout ça. Vous voyez, ce n'est pas rien. Un jour, à force d'entendre dire que pour un prix comparable, Dreft faisait plus, elle l'utilisa. Il faut croire que c'est vrai, car avec la même quantité de produits, elle alla plus loin. Beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et de loin. Dreft va plus loin qu'un produit de qualité. Ils parlaient parfois, ils se disputent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gigote en dessous ou au-dessus. Et puis dis non, j'aimerais pas, je voulais pas ce gramme-là. Je voulais celui-là. Quand elle se casse. Marmot, tous les jours, du lundi au vendredi, à 18h40, sur la 1. Avec Timothée Miel. Le miel, il concentre les forces et les bienfaits de la nature. Nouveau Timothée Miel aux extraits naturels d'herbe et de miel. Il concentre tous les pouvoirs nourrissants du miel. Nouveau Timothée Miel, une nouvelle senteur. Un nouveau pouvoir nourrissant. Jour après jour, plus de force, plus d'éclat, plus de volume. Nouveau Timothée Miel shampoing doux nourrissant. Tous les pouvoirs nourrissants du miel. Le pavé dans la mare, une séquence de télétourisme dans laquelle les auteurs se sont donné la tâche ingrate mais nécessaire de dénoncer les agressions dont est victime notre environnement. Dans ses billets d'humeur, André Secrétin nous invite à prendre connaissance de diverses atteintes faites à notre patrimoine, à y réfléchir et pourquoi pas, à passer à l'action. Le pavé dans la mare, un volet très attendu de télétourisme, samedi à 18h40. À présent, avant de passer au journal télévisé dernier, qui va être présenté par Francis Beutars, l'occasion est donnée au baron Braque, président de Arc-en-Ciel, de s'exprimer au sujet de l'Europe pendant 92 secondes. Deux secondes pour parler de l'Europe. Moi, je m'occupe actuellement dans ma retraite depuis longtemps. On boit souvent, on crie souvent des pauvres de Belgique. Le quart monde de Belgique. Ça existe dans ma province, surtout à Charleroi. Et je sais ce que c'est. Je suis quand même inquiet de me dire que dans l'Europe future, avec les écus, si on parle beaucoup de l'organisation financière de toute l'Europe, je n'entends jamais parler de comment on va organiser toute cette masse qui vient de l'Est, qui va bientôt arriver chez nous, quand ce sera libre, avec toutes ces choses de plus en plus. 20 millions, entendait-on, ce matin, au communiqué. Comment organiser tout ça pour que nous ne soyons pas, nous, petits coins de l'Europe, peut-être capitale de l'Europe, complètement envahis par tout ce qui va venir de partout, de l'Est particulièrement, et déjà ce qui explique partout. Qui va organiser ça? Les pays d'avant? Ces petits coins, des CPS locaux, d'anciens pays ou bien de l'Europe entière. Quelle masse de choses pourrait faire? Il faut absolument qu'on pense le problème en même temps que le reste. Il y a eu à la Réunion
Pour l'Europe, on est d'accord, on va bientôt s'en faire. On a fixé l'écu pour en 1994. Et nous, alors, et tous les malheureux, il est temps seulement d'y pencher, vraiment. La météo vous est offerte par Homo. Cette nuit, le ciel sera généralement très nuageux, mais nous aurons quelques éclaircies au cours de la première partie de la nuit. Le temps sera brumeux. En fin de nuit et demain matin, quelques bancs de brouillard se formeront très localement. Toute la journée, le ciel sera chargé de nuages, avec de la neige par intermittence dans le nord et le centre du pays, et de la neige continue dans le sud. La neige qui est tombée sur la Belgique aujourd'hui vient de l'est de la France. Elle est associée à une perturbation qui s'étend des Pyrénées à la Grande-Bretagne. Mais il ne neige pas qu'en Belgique, il y a eu de fortes chutes de neige dans le nord de l'Italie, où les canaux sont gelés à Venise, mais aussi à Londres et en France. Demain et les prochains jours, notre temps sera influencé par une large zone de basse pression située sur la France et nos régions. Les perturbations atlantiques vont se déplacer d'ouest en est au sud de cette dépression. Nous aurons donc encore de la neige continue dans le sud du pays. Par contre, dans le nord et le centre, la neige va tomber sous forme d'averses. Cette nuit, les températures varieront entre -6 degrés au littoral et -11 degrés sur les crêtes ardennaises. Mais si les éclaircies sont plus larges, on pourrait avoir 5 degrés en moins. Demain, les températures seront semblables à celles d'aujourd'hui. Nous aurons -5 degrés dans le centre et en Campine, -7 degrés dans la Botte du Hainaut et dans le sud du pays. Vu que la neige rend les routes dangereuses, le Wing Météo choisit le type de temps E pour tout le pays. La météo vous était offerte par Homo. Son t-shirt, elle l'adore. Elle le met tout le temps. Mais à force de le laver, j'ai peur de l'abîmer. Laver propre, mais sans abîmer? Oui, avec le nouvel Homo. Homo lave 100% propre et contient des conditionneurs actifs qui respectent le linge. Regardez son t-shirt. Il est propre et beau, comme au premier jour. Nouvel Homo avec conditionneurs actifs. Pour moi, c'est mieux que propre. Le froid et la neige sur la Belgique, mais aussi sur toute l'Europe. On attend toujours l'attaque terrestre dans le Golfe. Paul Herman est notre invité ce soir pour un album consacré à Léonec, l'illustrateur de la vie parisienne. Du grand tennis à Bruxelles avec le Dick. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il fait froid, que la neige tombe un peu partout sur l'Europe et que cette vague de froid a déjà fait malheureusement de nombreuses victimes. Des accidents de la route bien sûr, mais aussi des accidents domestiques. Nous allons voir tout de suite avec Alain Carlier comment cette vague de froid a été ressentie en Belgique. Partout, les services d'épandage et de déneigement ont été sur la brèche toute la journée depuis 3h30 cette nuit. Près de 200 camions ont sillonné sans discontinuer les principaux axes routiers afin d'y permettre un trafic proche de la normale. Dans le centre du pays, la circulation était cependant qualifiée de difficile, voire même de très dangereuse sur certaines routes secondaires. Les responsables des travaux publics avaient pourtant mis tout en œuvre. Nous avons environ 200 camions qui sont en permanence susceptibles d'être mobilisés. Nous avons également, si la situation s'aggravait, la possibilité de faire intervenir certaines entreprises du secteur privé. Bref, tout ça est codifié et les systèmes d'alerte se mettent en place. Dès 18h la veille, on sait si on doit faire l'épandage de nuit ou l'épandage de matin, selon l'intensité du froid qui est prévu, qui nous est annoncé par la météorologie de la force aérienne. Si on enregistrait une bonne quinzaine de centimètres de neige au centre du pays, les sommets ardennais et fagnards n'en récoltaient que quelques minces centimètres.
À quelques heures seulement du début du congé scolaire de carnaval, Ardennes et Canton de l'Est attendent toujours suffisamment de neige pour ouvrir toutes les pistes de ski de fond et de ski alpin. Le froid encore et toujours. 4 personnes sont mortes des suites des tempêtes de neige qui se sont abattues sur l'Angleterre. La Grande-Bretagne connaît depuis 2 jours les températures les plus basses depuis 4 ans. Des températures basses que nous connaissons également en Belgique. Alors Bernard Watley va nous donner quelques conseils pour les automobilistes. 3-14, je me dirige rue Alphonse-Renard pour le dépannage, pour le Citroën Visa. Comme les plus fréquentes, ce sont les batteries. Et la cause de cela, c'est parce que les gens roulent dans les embouteillages avec tout allumé dans leur voiture, les essuie-glaces, le dégivrage, le chauffage pour avoir bien chaud dans leur petite voiture. Et dans les embouteillages, malheureusement, on est toujours en décharge de batterie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? La batterie, d'abord toujours un bon petit entretien de batterie au départ avant l'hiver, constater les causes de batterie, s'ils ne sont pas oxydés, vérifier le niveau d'acide, etc., que tout soit bien en ordre. À ce moment-là, on a une chance de passer l'hiver, disons, le mieux possible. Alors, deuxième type de panne? Malheureusement, des gens qui oublient encore à l'heure actuelle de mettre de l'antigel dans leur véhicule, et alors à ce moment-là, le matin, le moteur ne tourne plus, la pompe à eau est bloquée. Et quoi, ça arrive encore fréquemment qu'on oublie de mettre de l'antigel? Malheureusement, ça arrive encore quelques fois, on a ça quelques fois par semaine, et ça se termine avec un remorquage pour la conduire chez son garagiste. Alors, troisième panne, c'est du côté des voitures diesel. Qu'est-ce qu'il y a comme problème là? Le problème, c'est que le diesel, en dessous d'environ de 10 degrés, commence à se figer dans les filtres à gasoil, les filtres à mazout, si vous préférez. Et à ce moment-là, il faudrait prendre des précautions, c'est de mettre un genre d'additif qu'on peut acheter chez son garagiste ou peu importe, et qu'on met à chaque plein de carburant, de plein de mazout. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça? À mon avis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières fournissent du diesel qui, en principe, résiste jusqu'à moins 15 degrés. Mais autant s'informer à la pompe. De toute façon, en dessous de moins 15, chaque automobiliste devra ajouter un additif pour garantir le démarrage. Ça coûte moins cher et c'est bien meilleur que de mélanger de l'essence au diesel. Est-ce qu'en voyant tous les dépannages que vous êtes amenés à faire, est-ce que vous constatez quand même qu'il y a un peu de négligence, si pas de je m'en foutisme de la part des gens? Écoutez, je crois plutôt, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au je m'en foutisme, mais je crois que c'est plutôt une accoutumance, encore une fois. On se dit, ben, ça n'arrivera pas cette année-ci, il fait doux, ça n'arrivera pas. Et puis bon, ben, malheureusement, hein, le général hiver, il a frappé, et nous voilà dedans. Hein. La guerre du Golfe, le secrétaire américain à la Défense Dick Cheney a entamé aujourd'hui à Riyad une série d'entretiens avec le général Norman Schwarzkopf, le commandant des troupes américaines dans le Golfe. Les deux hommes ont bien entendu parlé avant toute chose de la date possible d'une offensive terrestre contre les forces de Bagdad. Des détails avec Isabelle Eusen. C'étaient des soldats américains que Dick Cheney a tout d'abord rendu visite. Le secrétaire à la Défense est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite avec le général Colin Powell. Aux membres de la 48e escadrille, ils ont dit qu'ils participaient à une opération pleinement réussie. La journée est loin d'être finie pour eux. Ils se sont également rendus dans la station de Taïf. C'est là que se trouve l'émir du Koweït en exil, le cheikh Jaber. On ignore tout du contenu de leur conversation, mais on se doute évidemment qu'il fut question de l'offensive terrestre. Toujours dans la même journée, les deux hommes sont ensuite arrivés à Riyad. Là, ils ont rencontré le général Schwarzkopf, commandant des forces américaines. Dick Cheney et Colin Powell ne rentreront à Washington que dimanche soir, avec en poche peut-être une date pour l'offensive terrestre, une date qu'ils proposeraient à George Bush. Le Premier ministre canadien Brian Mulroney a estimé aujourd'hui que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont une part de responsabilité dans la guerre du Golfe, et cela en tant que fournisseur d'armes. L'Irak, pour sa part, a officiellement notifié à la Grande-Bretagne la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Mais nous retournons tout de suite au Golfe pour voir avec Sabine Brelet ce qui se passe sur le terrain, où les Américains affirment qu'environ 600 chars irakiens ont été détruits par les forces aériennes alliées.
La nuit dernière, le 29e missile Scud irakien tiré sur l'Arabie saoudite est détruit en vol par un patriote. Directement après l'attaque, l'aviation américaine bombarde 4 rampes de lancement de missiles Scud dans l'ouest et le sud-est de l'Irak. 1 sur 4 est atteinte. Selon des officiers américains, l'Irak utilise actuellement des rampes mobiles plus difficiles à détecter et à neutraliser. Du côté français, 2 raids aériens ont été effectués ce matin dans la région de Bassora. Ils visaient des abris en béton et un terrain d'aviation militaire. Sur Terre, c'est toujours l'attente et les entraînements qui se succèdent. Est-ce les premiers signes d'impatience ou simplement une fausse alerte? En tout cas, la nuit dernière, une centaine de tirs d'artillerie américains ont eu lieu contre des positions irakiennes au Koweït. C'est le premier engagement au sol depuis 4 jours sur la frontière koweïto-saoudienne. 2 hélicoptères ont également bombardé une position irakienne dans la même zone. Il n'y a pas eu de perte de Marines. Les Irakiens n'auraient même pas riposté. Des escarmouches donc en attendant la grande offensive terrestre. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Dick Cheney, est parti pour Riyad pour faire le point de la situation avant de déterminer avec George Bush une date d'attaque. Durant son voyage, il a rappelé que la priorité pour les Alliés sera de limiter les pertes humaines. Des pertes humaines, la télévision irakienne nous en montre quotidiennement, organisant des visites pour les journalistes étrangers dans les hôpitaux. Selon l'Irak, 47 civils sont morts hier lors des bombardements sur la ville de Nasiriyah à 400 km de Bagdad. L'objectif des raids aériens des forces coalisées était la destruction de 3 ponts traversant l'Euphrate. Au vu de ces images, ces cibles-là ont été atteintes. La majorité des journalistes étrangers présents en Irak ont quitté Bagdad ce matin. La seule route qu'ils devaient utiliser vers la Jordanie est depuis une dizaine de jours la cible de bombardements quasi quotidiens. La lutte contre la marée noire s'organise dans le Golfe. La nappe de pétrole dérive toujours le long des côtes saoudiennes. Elle pourrait atteindre dans les prochains jours Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis. Et pour conclure ce chapitre sur la guerre du Golfe, je vous propose de regarder le reportage de notre envoyée spéciale en Arabie saoudite, Elisabeth Burdeau, qu'elle vient de nous envoyer. Il devait y avoir 12 journalistes seulement hier pour visiter Khafji avec l'armée saoudienne. C'est la règle des poules, mais finalement ils étaient 60. Il est vrai que la seule manière d'aller voir ce qui se passe sur place, sans courir le risque de se faire retirer son visa, c'est d'accepter de participer à ces excursions avec guide et encadrement, et tant de photographes et de caméramans qu'ils finissent par se filmer les uns des autres. Mais hier, les gentils organisateurs avaient particulièrement soigné le spectacle. Les militaires saoudiens avaient tout prévu pour que l'histoire officielle de leur guerre soit racontée comme ils l'entendent. Et l'histoire officielle maintenant, c'est qu'il y a toujours à Khafji des Irakiens embusqués, cachés et qui tirent, comme le raconte ce colonel. They are searching if there is some, just security matters, Are you surprised with them? Yeah. Maybe there is some, We think 99% there is nobody. But because of this 1%, we are searching house to house and, maybe there is somebody hiding. Il n'est pas impossible qu'il y ait encore quelques Irakiens enterrés, morts de peur dans la ville. Mais si depuis 8 jours ils sont appelés par haut-parleurs à se rendre, comment imaginer qu'ils aient encore la force ou la folie de répondre par des coups de feu? Pourtant, des coups de feu ont éclaté. 8 journalistes sur 10 étaient convaincus hier qu'il s'agissait d'une mise en scène et ont voulu aller voir de plus près ce qui se passait. Peut-on aller avec les acteurs? Non, vous reculez et vous remontez dans le bus. Personne ne va là-bas. C'est comme au cinéma. Le cinéma, non. Reculez. Qui peut dire où était la vérité hier à Khafji? Elle n'était sûre qu'à la frontière, juste au nord, où des tirs d'artillerie déchiraient pour de bon le ciel bleu. Voilà tout pour l'actualité internationale. De l'actualité belge, nous retiendrons cette information qui nous est donnée par le journal Le Soir. Le ministre Ivan Iliev envisage de faire élire les chefs d'établissement scolaires par les enseignants. Le reportage de Alain Gerlache. Voulez-vous choisir vous-même vos chefs d'établissement et vos inspecteurs? C'est la question qu'Ivan Iliev pose aux enseignants des écoles secondaires officielles de la communauté française. Le ministre y est favorable, mais il ne veut pas imposer la démocratie. Toute
Tout est à définir. Quel prof pourrait voter? Les parents voteraient-ils aussi? Quel pouvoir attribuer aux responsables élus, la durée du mandat, etc. Objectif de la réforme, décentraliser, donner un nouveau souffle à chaque école. L'école a été un peu confisquée par des administratifs, par des politiques, entre guillemets. Donc il faut rendre le pouvoir de l'école aux enseignants. Est-ce que c'est une manière de lutter contre une certaine politisation? Oui, sans conteste. Contre une conception étriquée, étroite et mesquine de la politique. Donc la politique des petits copains. Yvan Elief espère que cette initiative va relancer un dialogue plutôt tendu ces derniers mois. Autre avantage, elle ne demande pas un long processus législatif, elle pourrait être appliquée dès septembre prochain. Et puis surtout, elle ne coûte pas un franc. La démocratie n'a pas de prix. Le fameux réseau Gladio n'existe plus. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministre de la Justice, Melchior Wathelet, devant la commission d'enquête du Sénat. Des détails avec Benoît Moulin. Melchior Wathelet a été informé par l'administrateur général de la Sûreté de l'État de l'existence du glaive belge. La Sûreté, dépendante du ministère de la Justice, intervenait en effet dans ce réseau aux côtés du service de renseignement et d'action de l'armée. On avait créé pour cela une section spéciale dénommée STC Mob. Au moment de sa dissolution, le 29 novembre dernier, elle comptait encore 7 agents, membres de la Sûreté, qui étaient à la tête chacun d'une cellule de 6 ou 7 agents bénévoles qu'ils avaient pour tâche de former et d'entraîner. Cette section spéciale devait s'occuper de la récolte et de la transmission de renseignements à un gouvernement en exil en cas d'occupation. D'un point de vue technique, on n'a rien appris de plus que ce qui avait déjà été dit le 29 novembre lors de la présentation à la Chambre du contenu de l'enquête administrative réalisée par les ministres concernés. Les membres de la commission avaient, eux, par contre, beaucoup de questions à poser. Toutes reflètent des interrogations sur le contrôle d'un tel réseau. Est-on sûr qu'il s'est contenté d'agir dans le cadre qui lui a été fixé, ou bien a-t-il été au-delà? Mais poser de telles questions, n'est-ce pas déjà condamner un tel service qui ne peut être efficace que dans la plus grande confidentialité? Voilà ce qu'a répondu en substance Melchior Wathelet, qui déclare faire confiance a priori aux agents qui en furent membres. Car sans confiance, le secret devient intolérable. Sans secret, le réseau ne peut exister. Or, le ministre de la Justice estime qu'une structure telle que le STC Mob est indispensable et qu'on a peut-être agi précipitamment en décidant de la dissoudre. Voilà tout pour l'actualité politique et générale. Notre premier invité ce soir est Paul Herman, qui a publié il y a quelques semaines aux éditions Glénat un ouvrage consacré à Léonnec, l'illustrateur de la vie parisienne. Alors Paul, la première question qui s'impose, pourquoi vous vous êtes intéressé à Léonnec? Je me suis intéressé à lui parce que d'abord il était tombé complètement dans l'oubli et j'ai, disons, une amitié particulière pour les illustrateurs. Je trouve qu'on parle énormément des peintres et les illustrateurs qui finalement de 1850 à 1950 ont rempli tous les journaux, ont concurrencé avec beaucoup d'opiniâtreté la photographie, sont toujours un petit peu restés dans l'oubli. Et par hasard, j'ai trouvé les originaux de ce dessinateur à Bruxelles. Et puis, j'ai remonté un petit peu la filière, j'ai rencontré la famille, et puis j'ai trouvé un petit peu tous les documents qui permettaient de faire une première monographie sur cet illustrateur qui est décédé en 1940. C'est toujours mauvais de mourir, et surtout à une date comme celle-là. Ah oui, mais et il est tombé dans Léonnec. Mais Georges Léonnec est en fait un Brestois qui est monté très jeune à Paris et dont le père était lui-même illustrateur, un ami de Nadar, donc au 19e siècle. Et le jeune Georges Léonnec a commencé à illustrer pour cette revue parisienne, La Vie parisienne, qui avait un petit peu immortalisé l'image de la femme un peu frivole, dépensière, mais jolie également. Et, il l'a immortalisé par de nombreux dessins. Il a influencé par la suite, je crois, d'autres illustrateurs comme Vargas ou Aslan. Et je crois que c'est un témoignage d'une époque, un témoignage aussi des époques années folles et art déco. Et donc à la fois, il y a la publicité, il y a une période, comme par exemple la guerre 14-18, qu'on retrouve dans les dessins repris dans cet album. On montre aussi, en période de guerre, qu'on fait aussi tout pour montrer le moral à la fois aux piou-piou et aux gens qui sont restés à l'arrière. Mais pourquoi ce Breton est-il monté à Paris?
Oh, mais là, c'est parce que, comme toujours, il faut monter à Paris, comme on dit, pour réussir. Et c'est vrai qu'à l'époque, en France, toutes les revues se faisaient à Paris. Donc je pense que là, c'était un choix purement logique pour lui. C'était un dessinateur dans l'âme. Il a fait une très belle carrière de son temps. Il a fait aussi beaucoup d'affiches, beaucoup de publicités. Et avec René Vincent et Raphaël Kirchner, il est certainement un des meilleurs représentants de l'illustration, à la fois frivole et publicitaire de son temps. Et je crois que lui rendre un hommage par cet album, bon, c'était tout à fait normal. Et je crois que c'est aussi très agréable pour quelqu'un de ressortir comme ça un illustrateur que tout le monde a oublié. Parce que c'est peut-être plus intéressant de faire le premier album sur Léonec que le 30e sur un illustrateur que tout le monde a déjà on a écrit énormément. Alors cet album est vraiment très bien illustré, on vient d'en voir des images. Vous avez eu des difficultés pour trouver les illustrations ou ça s'est passé sans... Malgré tout, disons, là c'est un travail de 3 ans environ de recherche de documents. Et là c'est un petit peu les recherches habituelles, Bibliothèque nationale à Paris. C'est un petit peu aussi, bon, bien entendu, les archives familiales. Et puis aussi retrouver des numéros anciens, des revues comme Le Rire, La Vie parisienne, Le Sourire, pour un petit peu, comme on dit, piocher là-dedans et donner un aperçu. Et là je crois qu'il y en a un relativement bon, puisqu'il y a plus de 250 illustrations dans le livre, qui est tout en couleur. Et donc on a vraiment, de 1901 à 1940, une vision à la fois de la publicité, de la femme, de la parisienne, à travers le talent d'un seul illustrateur qui vraiment, je pense, avait une efficacité redoutable pour croquer ses compagnes. Eh bien, merci Paul. Je rappelle le titre de votre livre, Léonec, illustrateur de la vie parisienne, et c'est publié aux éditions Glénat. Voilà pour la vie parisienne. Je dois encore vous dire que dans le cadre des représentations au théâtre Varia de la ménagerie de verre de Tennessee Williams, il y aura demain une journée particulière consacrée au rêve américain. Enfin, une page sportive pour conclure ce journal, avec tout d'abord du tennis, mais aussi du ski. Et c'est Eric Kroll qui va nous parler de tennis tout d'abord avec notre invité. Oui, Francis, merci. Notre invité ce soir, donc Michel Masquelier, vice-président du groupe Marc Cormac, groupe qui organise le tournoi que vous pourrez suivre la semaine prochaine, évidemment, sur Télé 21 en direct toute la semaine. Il y a eu le Belgian Indoor Championship et puis cette année-ci, il y a le Donnay Indoor Championship. C'est une première, c'est aussi la première de McCormack ici à Bruxelles dans le milieu du tennis. Alors comment ça se passe et est-ce que c'est une réussite ? Alors, on en jugera très rapidement, mais je crois que sur le papier aujourd'hui c'est une réussite. Pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel IMG, le groupe McCormack, a repris cet événement qui était organisé pendant près de 10 ans par le comité olympique vis-à-vis duquel on avait une relation de consulting. Éric Drossard, qui vous connaissez bien, est un peu le fondateur et le parrain de cet événement, a eu l'opportunité de racheter la date, qui était par ailleurs très convoitée à l'étranger, et donc, entre guillemets, de sauver l'événement et de le garder en Belgique. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du bureau qu'on a installé à Bruxelles maintenant depuis quelque temps, on a dans notre responsabilité le financement, l'organisation, également la distribution des droits télévisés d'un tournoi qui est très important, puisque je le rappelle, il s'agit d'un Championship Series. C'est ça, donc ça veut dire qu'en fait, dans ce tournoi, les joueurs peuvent acquérir des points ATP. Alors le groupe McCormack, eh bien, il est manager de beaucoup de joueurs. Est-ce que c'est quelque part une facilité pour obtenir une affiche tout à fait exceptionnelle et pourtant vous n'en avez pas fait une grande publicité? Non, je crois que ce problème, le tournoi avait au départ un problème de crédibilité du fait de la non-participation des joueurs ou en tout cas de leur résiliation au dernier moment. Il se fait que le fait d'avoir le directeur du tournoi, Jean-Noël Bioul, qui est également manager de joueurs et responsable de notre division tennis, le fait que IMG distribue les droits de télévision en dehors de la Belgique, le fait qu'on gère la carrière d'Agassi, font qu'on a mis le maximum de chances pour réussir ce qui était encore il y a 6 mois un pari peut-être un peu insensé, mais qui, on verra à partir de demain, devrait être un grand spectacle, un show tennistique qui va se dérouler sur le terrain en priorité. Et je crois que la participation des joueurs confirmée est tout à fait exceptionnelle. Il faut savoir que bon, on a 3 joueurs des 4 premiers, ce qui est franchement exceptionnel. Il faut savoir également que tout tournoi qui va se réaliser entre maintenant et Roland-Garros, aucun n'aura une affiche aussi exceptionnelle que celle qu'on a. Parce qu'en dehors
de Becker, d'Edberg ou d'Agassi. Bon, bien également, il y a Chang, il y a Villander, il y a Lecomte, il y a Chesnokov. Enfin, je ne vais pas citer toute la série, pas de cash. Ça va être du très grand sport, du très grand show, et dès lundi, il y a des matchs assez exceptionnels, lundi, mardi, mercredi, toute la semaine. Alors donc, une dernière question. Bon, Becker, au départ, n'était pas prévu à ce tournoi. Et puis finalement, Edberg est là. Alors Edberg est numéro 2 mondial. Becker vient uniquement pour défendre sa couronne mondiale. C'est pour dire l'importance du tournoi. Tout à fait. Je crois que si Edberg était numéro 1 au moment où on l'a annoncé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, et notamment la victoire de Boris Becker qui l'a propulsé au top ranking de l'IBM ATP Tour. Il se fait maintenant que si Becker avait décidé de ne pas jouer Bruxelles, il risquait de perdre sa couronne. Donc, en dehors, bon, l'intérêt du prize money est une chose, mais je crois que ce n'est pas ce qui est important dans ce tournoi. C'est véritablement, comme j'ai dit, un Championship Series où les joueurs viennent pour leur tennis, pour leur carrière, pour leur classement, et Becker en tête de liste. Une idée du prix des places ? Oui, c'est-à-dire que les places, dès demain, je dirais, il y a beaucoup de tournois ou beaucoup d'événements sportifs qui ont été annulés ce week-end, donc n'hésitez pas, précipitez-vous à Forêt Nationale pour les qualifications. Il y a beaucoup de joueurs dans les 100 premiers qui participent directement à leur qualification. C'est 300 francs la place en qualification, et puis ça commence dans les séances de matinée à 350 francs pendant toute la semaine. Je crois que pour la finale, les places vont entre 900 et 1600 francs. Merci, Monsieur Masquelier. Et puis brièvement encore donc quelques informations. Et tout d'abord un rappel, la remise de toutes les rencontres de football pour ce week-end, y compris le football en salle. Et par manque d'actualité, il n'y aura évidemment pas demain soir d'émission Match 1. Toutes les rencontres de basketball dans les divisions supérieures ont elles aussi été remises à une date ultérieure. En tennis, on y revient une fois de plus. Sabine Appelman s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi d'Oslo, dont elle est, je vous le rappelle, tête de série numéro 1. En judo, déjà 2 médailles pour les Belges à Paris. Philippe Latz, médaille d'or, et Pascal Breyer, médaille d'argent en moins de 65 kilos. Et on referme cette page sportive avec celle qui vous a surpris très tôt ce matin, je présume, la neige. La descente homme de Val d'Isère a dû être annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques. Les dames ont eu plus de chance à Garmisch-Partenkirchen. 4 ans après sa surprenante victoire en France, la Suissesse Chantal Bournissen a inscrit une deuxième descente à son palmarès. Elle devance la Française Carole Merle de 7 centièmes de seconde. Chantal Bournissen profite évidemment de l'absence de l'Autrichienne Petra Kromberger, leader de la Coupe du Monde actuellement, indisponible depuis sa chute des championnats du monde. Chantal Bournissen, 24 ans, avait d'ailleurs remporté la médaille d'or du combiné au récent championnat du monde de Saalbach en Autriche. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe qui l'a réalisé pour vous, merci de votre attention. Bonne fin de soirée et à demain. Bonsoir. À nouveau très animé, la séance boursière de ce jour s'est terminée avec un volume d'1,97 milliard de francs. Avec des échanges de plus de 100 millions, Electrabel s'accaparait 9,2% du volume total, suivi par Solvay qui en représentait 7,6%. À nouveau en progrès, l'indice des valeurs belges du comptant s'établissait en hausse de 34,3 points à 5121,2. Parallèlement, celui des valeurs étrangères à terme gagnait 11,2 points à 1137,6. En progrès, le Warren GBL enregistrait une hausse de 10% à 121 francs. Mopoly ordinaire à 1176 gagnait 9,9%. Telinfo progressait de 9,7% à 770, tandis qu'American Express se traitait en hausse de 7,4% à 730. Parmi les valeurs en baisse, le Warren de la Générale de Belgique à 168 francs accusait un recul de 9,7%. L'American Goodyear perdait 7,8% à 566, pendant que Westinghouse à 804 ainsi que Marks & Spencer à 130 abandonnaient toutes deux 6,5%. En progrès d'1,40 $ par rapport à ce matin, l'once d'or s'inscrivait cet après-midi à Londres à 370 $. Également en hausse, le lingot gagnait 8 000 francs à Bruxelles pour s'établir à 360 250.
Au marché d'échange, le dollar se traitait en hausse de 5 centimes à 30 francs 02, l'écu perdait 7 centimes à 42 francs 27, la livre sterling à 59 francs 63 reculait de 10 centimes, le franc suisse gagnait 82 centimes à 24 francs 10, tandis que le yen progressait de 17 centimes à 23 francs 48. À Paris, l'indice CAC 40 enregistrait une progression de 24,53 points à 1622,75. À Londres, l'indice Financial Times clôturait légèrement en hausse à 2245,20. La situation de l'indice Dow Jones à présent, il est en hausse, comme vous pouvez le constater, une hausse de 20,05. Il est donc coté à 2830,69. La beauté pour moi, c'est d'abord de beaux cheveux. Moi j'ai choisi la beauté Elseve. Elseve de L'Oréal, c'est mon shampoing doux qui en plus fait du bien à mes cheveux. Jour après jour, Elseve apporte ses bienfaits à chaque nature de cheveux. La force des protéines, la brillance du jojoba et nouveau, le volume de l'élastine. Shampoing et après-shampoing Elseve de L'Oréal, le bienfait en plus de la douceur, jour après jour. Alors ça va? Plutôt bien. T'as pas de regrets? Je me sens vidé par toi. Cigarette? Oh non, merci. Dis, tu fais ça souvent? Bah oui, en fait, je suis un solitaire et je donne chaque fois que je peux. Bon, c'est fini, vous pouvez vous lever. Comment un jeune écrivain sans relation et sans amour va-t-il réussir à sortir de sa poignante solitude? En écrivant un best-seller qui va tout simplement transformer son existence. Voudriez-vous juste mettre à Jimmy? Bien sûr. Lonely Guy de Arthur Hiller avec Steve Martin, samedi à 20h40 sur la Une. Rendez-vous donc demain 20h40, mais bien entendu, avant cela, nous aurons vu le jardin extraordinaire. Retour d'Arlette au jardin, elle nous parlera très en détail de l'opération Antarctique et en présence en studio, il y aura le ministre des Affaires extérieures, Mark Heiskens. Après ce film, après Lonely Guy, pas de match 1, on vous l'a dit dans le courant du journal télévisé, et cela faute de rencontres sportives. En lieu et place, vous pourrez voir un reportage, un très beau documentaire de Jean-Antoine consacré à Yasushi Inoue, le plus grand des écrivains, des auteurs japonais mondialement connus. Un reportage superbe, un très bel écrivain à découvrir. Voilà comment se déroulera la soirée. J'espère que celle-ci vous a plu, vous intéressé, qu'elle vous a surtout distrait, qu'elle a permis de vous détendre. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Bonsoir, à très bientôt.
Lorsqu'un homme aime très fort une femme, quelquefois ça débouche sur un livre, sur un film ou sur un disque. C'était le cas de Percy Sledge, l'amour de Percy Sledge. Lundi dernier, à l'Ancienne Belgique de Bruxelles, il y avait un concert assez exceptionnel donné par les Leaders, le groupe entre autres de Lester Bowie, Arthur Blythe et Chico Freeman. Nous allons écouter Peacemaker.